Bonjour à toutes et à tous, nous allons continuer notre module 114 avec une nouvelle capsule vidéo. La dernière, nous avions travaillé sur les fichiers images, comment sont faites les couleurs, quelle est la différence entre de l'impression ou de la projection. Et on a vu grosso modo comment ça fonctionnait. Et puis là, on va voir un nouveau chapitre qui est coder cette fois des informations de manière générale, mais pour les transmettre. Donc, dans les grandes lignes, si on veut transmettre des informations, ce sont toujours des informations qui sont stockées avec des 1 et des 0, c'est-à-dire en code binaire. Et puis, on envoie ça sur un lien de communication. Ça peut être le réseau Wi-Fi, le réseau avec des fils, à travers des lignes téléphoniques, à travers nos téléphones portables, à travers des antennes radio quelconques. Bref, on doit toujours envoyer ces informations et on va les décoder et les décoder. Et ce qui risque de se passer, c'est que pendant le transfert, on peut imaginer qu'on envoie des données depuis Porrentruy jusqu'à New York. Pendant le transfert, il y a des bits qui pourraient se perdre, il pourrait y avoir du bruit, on appelle ça du bruit sur la ligne, et puis les données se perdent. Alors, dans un tel cas de figure, on aura deux choses qui sont possibles pour détecter ce problème. La première, ça consiste à rajouter, à mettre quelque part un bit de contrôle qui permettra de savoir si le message a été perturbé ou pas. On va rajouter une information qui va nous permettre de savoir s'il y a eu un problème. Je vais vous faire une petite démo avec, avec un petit fichier texte, par exemple. Voilà. Admettons que vous souhaitiez envoyer le message suivant. 1 0 0 1 1 0 0 1. Voilà. On a 8 bits qui doivent être envoyés. Ça, c'est le message qui part depuis celui qui l'envoie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un code de contrôle. On appelle ça un bit de parité. Donc on va définir que la parité est paire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'attend à ce qu'il y ait un nombre pair de bits à 1. 1, 2, 3, 4, la parité est paire, c'est OK. Mon code de parité sera le 0. Admettons maintenant qu'il y ait un problème. J'ai un bit qui change pendant le transfert. Ce bit ici a été accidentellement changé, est à 1. Quand la personne qui reçoit le message reçoit 1, 1, 1, 1, il va en compter 5, le bit de parité n'est pas pair, il sait qu'il y a eu un problème. Ça, c'est un système de contrôle très simple. Alors, on pourrait avoir le bit de parité pair ou le bit de parité impair. On pourrait mettre, on dit qu'il doit y avoir un nombre impair de 1. Ça, on le règle une fois au départ quand on a décidé du protocole de communication. Et ça, c'est une manière de faire. Mais vous remarquerez que cette manière de faire nous dit juste qu'il y a eu un problème dans le transfert, mais ne le corrige pas. La deuxième manière de faire, c'est d'envoyer un message qui est capable de détecter qu'il y a eu une ou plusieurs erreurs, mais surtout que le message reçu peut corriger cette erreur. L'avantage est qu'il n'est pas nécessaire de redemander une nouvelle transmission,
Mais par contre, les messages envoyés sont plus grands car ils embarquent des informations qui sont nécessaires pour la redondance du message. Donc, prenons un exemple ici. Si j'envoie depuis Porrentruy à New York un message, la personne à New York reçoit le message, elle voit qu'il y a un problème, elle peut redemander qu'on réenvoie le message, puis on espère qu'il n'y aura pas de problème de transmission une deuxième fois. Et puis si ça ne joue pas une troisième fois, pourquoi? Parce que le message qui va de Porrentruy à New York, c'est très rapide. Par contre, si maintenant j'envoie un message sur un satellite qui est près de Mars, il faut un quart d'heure pour envoyer les données environ, hein, ça dépend de la période de l'année, mais il faut un quart d'heure, on va dire, pour aller jusque sur Mars. Vous envoyez un message, le satellite qui est autour de Mars reçoit le message, il a une erreur. Un quart d'heure pour que le message aille jusqu'à Mars. Depuis Mars, le satellite vous redemande de renvoyer le message encore un quart d'heure et vous le renvoyez encore un quart d'heure. 3 quarts d'heure pour envoyer le message. Là, on voit que ça ne va pas. Donc là, ce qu'on va faire, on va avoir un système qui est capable à la fois de détecter des erreurs, mais en plus de les corriger. C'est ça ce qu'on appelle des codes autocontrôleurs. Ces codes autocontrôleurs, on les trouve par exemple sur les CD-ROM. Quand vous écoutez de la musique sur un CD, vous êtes d'accord qu'il peut y avoir des petits traits de temps en temps sur le CD. Il n'est pas top, on ne peut pas bien lire. On ne peut pas renvoyer le CD pour le faire corriger. Puis on ne peut pas demander au lecteur de CD de se connecter sur le site du fabricant du CD pour qu'il nous renvoie la bonne version. Il y a une raie sur le CD, il n'est pas lisible. C'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où, primo, c'est du son. S'il y a une petite perte, on ne l'entendra peut-être même pas à l'oreille. Mais secondo, dans les CD, on a mis en place des systèmes de correction d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, comme contrôle traditionnel pour voir s'il y a des erreurs sans la correction? On l'a dit, le bit de parité. Mais le problème, c'est qu'en cas de transmission avec un bit de parité, s'il y a 2 bits qui changent, on ne voit plus le problème. Je m'explique. Si ici c'était le bit, le code de départ, et puis qu'il y a une erreur dans la transmission, on voit qu'il y en a eu une deuxième, maintenant il y a 2 erreurs. Ici, le système de bits de parité ne fonctionnera pas, il ne détectera pas l'erreur. Donc le système de bits de parité est quelque chose de très simple, mais qui n'est pas qui n'est pas très utilisable quand on a des grosses quantités de données qui sont envoyées. Pour les réseaux, on a ce qu'on appelle le CRC, le contrôle à redondance cyclique, qui permet de détecter si une erreur ou plusieurs erreurs se sont produites pendant la transmission. Donc il s'agit d'une fonction de hachage. Alors on verra ça un peu plus tard, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de hachage, mais simplement sachez que c'est une fonction de hachage qui fait une sorte de signature. Elle va prendre tout le code, elle va calculer une signature, elle va la mettre, et puis là si on a 1, 2, 3, 4 bits qui changent, dès qu'il y a quelque chose qui change, le système de signature va nous dire que c'est plus la bonne signature et qu'il y a un problème dans la transmission. Et tous ces systèmes ici peuvent se permettre de redemander la retransmission parce qu'ils sont connectés online, ils sont directement connectés, ils sont proches. Proches, quand je dis proches, en termes de vitesse de transmission. Pour moi, aller de Porrentruy à New York, c'est proche. La vitesse de la lumière, grosso modo, la vitesse à laquelle se transmettent les signaux électriques. On voit qu'il n'y a pas de il n'y a pas trop de problèmes de distance. Par contre, même la Lune, on n'est pas super loin. Si vous commencez à aller sur Mars, ça devient un peu plus compliqué. Ensuite, il y a d'autres codes. En voici un. Le code de Hamming. Alors lui, il est assez balèze comme code parce qu'il permet la détection et la correction d'erreurs si elle ne porte que sur un bit.
Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que le code de Hamming est capable de faire une correction sur un bit. Il existe d'autres codes qui permettent sur plusieurs bits. Et le code de Hamming a ce qu'on appelle un rendement maximal. On dit qu'il est parfait. Cela signifie que pour une longueur de code définie, il n'y a pas d'autres codes qui sont plus petits, plus compacts, puis qui ont la même capacité de correction. Alors, voici ce qu'on fait. Grosso modo, vous avez le message que vous voulez envoyer. Ici, on envoie un message de 4 bits. Ça, c'est si on voulait envoyer le 0. Ça, c'est si on voulait envoyer le 1. Ça, c'est si on voulait envoyer le 2, etc. Ça, c'est c'est de l'hexadécimal. Ça, vous connaissez. Et en fait, quand on enverra le 0, 0, 0, 0, en fait, on va rajouter ici les bits en bleu. Ces bits en bleu vont nous permettre, premièrement, de détecter s'il y a une erreur dans la transmission, mais deuxièmement, de corriger cette erreur. Alors, bien entendu, il a des limites, le code de Hamming, il ne permet de corriger que une erreur. S'il y en a 2 sur 4 bits, il ne peut pas. Et des codes de Hamming, vous pourriez en faire qui envoient des paquets de 2 données, puis il y a 1 bit pour la correction, des paquets de 3 données, des paquets de 4, des paquets de 1 donnée, il y a 2 bits pour la correction. Donc là, c'est comment? Ce qui est bien ici, c'est que comme on a un message qui est très petit, 1 bit, ben, il peut y avoir qu'une erreur. Par contre, il nous faut 2 bits pour la correction. Ce qui veut dire qu'on aura un paquet de 3 bits au total qui sera envoyé, dont seulement un tiers, donc 33%, sera utile pour porter le message. Mais du 4 bits pour le message et 3 bits pour la correction, c'est celui qu'on vient de voir ici. Ou je pourrais mettre 11 bits et 4 bits de correction, 26 bits et 5 bits de correction, et puis etc., etc. Par contre, vous voyez, si je mets 247 bits puis 8 bits de correction, là, j'ai une grande efficacité. Pratiquement tout le message est utilisé pour avoir l'information qu'on veut transmettre. 97% est utilisé pour la transmission de l'information, du message, puis 8 bits pour la correction. Par contre, on enverra des paquets de 255 bits. Or, 255 bits, ben, la probabilité qu'il n'y ait qu'une erreur dedans, elle est beaucoup plus petite que ici dans un message de 3 bits. Ici, il y a une chance sur 3 il y a un risque sur 3 qu'il y ait une erreur dans la transmission. Ici, il y a un risque sur 255. Donc, il faut toujours faire gaffe quand on prend ça, quand on met ça en place, à prendre des codes autocorrecteurs. Ben, par exemple, le 4 sur 3, voilà, on a 7 bits là. S'il y en a un qui change, ben, on arrive à le corriger. C'est pas un taux catastrophique d'efficacité, mais 57% c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Alors, et on peut même savoir si on a affaire à un code de Hamming avec le nombre de bits. Alors ça, c'est la règle mathématique qui veut ceci. Est-ce qu'on a affaire à un code de Hamming? Voilà, ça, on n'est pas obligé de le connaître par cœur. Mais c'est une explication. Et ici, vous avez tout le fonctionnement, tout ce qui se passe, comment il est constitué. Vous pouvez le regarder, je ne vous demande pas de connaître ça par cœur. Si on était dans une situation traditionnelle d'enseignement, je vous ferai la démo au tableau.
mais ici, je ne vais pas vous la faire. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que dans ce système, et ici c'est toute la démonstration, vous pouvez tester N0, N1, N2, ce sont ces... Oups, pardon, excusez-moi. Alors, et voilà, N0, c'est celui-là, N1, c'est celui-là, N2, c'est celui-là. Donc ce sont les 3 bits de correction, et vous pouvez faire des tests. Et en faisant ces tests de correction, alors il faut que je vous retrouve ça. Si, par exemple, ici, le N0, il est OK, le N1, il est pas bon, et le N2, il est pas bon, ce système-là, 1, 1, 0, va vous dire que c'est le bit 6 qui est faux. Dans l'exemple suivant, j'ai le code 1101 qui est envoyé, et le code, le système de Hamming va calculer, il dit que le bit de contrôle ici vaudra 0, il vaudra 1, il vaudra 0, et ici on fait volontairement une erreur. Donc le 1 passe en 0, on a fait faux. On viendra ici, on devrait avoir, on l'a dit, 0, 1, 0, 0, 1, 0, et on vient le contrôler, et on verra que le 0 ici, il est resté, c'est en ordre. Celui-ci, il est faux, ce n'est pas en ordre. Celui-ci, il est faux, ce n'est pas en ordre. On aura donc ce 1, 1, 0 qui nous dit que c'est le bit numéro 6 qui est faux. Voilà comment fonctionne ce système. Pour le détail ici, comment on fait pour calculer. Si on a un peu de temps en théorie, on verra ça ensemble. Sinon, sachez simplement que ça existe. Ça, c'est le détail. Je ne vais pas revenir ici dessus pendant ce type de cours. Ici, je vous l'ai fait de manière graphique. Comment sait-on que c'est le 6? Ben, pourquoi? Alors, on peut le faire un petit coup, parce que quand on contrôle la parité 0, celui-ci, elle s'occupe de ce bit-là, de ce bit-là, de ce bit-là et de ce bit-là. Et en fait, c'est en séparant les différents bits qu'on va tester qu'on arrive à faire des recoupements pour trouver que c'est le 6, ou alors à effectuer directement ceci, qui nous donne directement le bit faux. Ce qui fait que le satellite qui est autour de Mars, quand il reçoit son information, il détecte qu'il y a une erreur. Il ne va pas demander à la Terre de lui retransmettre l'information. Il va simplement lui dire, il va simplement calculer, chercher l'erreur et la corriger. Alors là, c'est pour l'envoi la correction d'un bit, mais il existe toute une série de bits, de méthodes, dont on va faire un petit cocorico, dont le code étendu de Golay. Alors, le code étendu de Golay, lui, il encode 12 bits dans un mode 24 bits, donc on a un rendement de 50%, hein, de telle manière que, ici, c'est vachement bien, hein, regardez, hein, on puisse détecter, corriger n'importe quelle erreur jusqu'à 3 bits. Et il peut même détecter des erreurs jusqu'à 4 bits. Donc sur un message au total de 24 bits, il accepte 3 erreurs, il détecte 4 erreurs et peut en corriger 3. Monsieur Golay est un mathématicien neuchâtelois.